Et tu peux retrouver RPG Storymaker, RPG Battlemaker ou encore mon livre sur ma boutique en ligne, le lien dans la description. Bonne vidéo à toi. Eh oui, vous avez vu le titre. Eh oui, un 8e épisode de vos anecdotes de jeux de rôle. Eh oui, que voulez-vous? J'adore vraiment lire vos petites anecdotes, qu'elles soient sur le Discord ou bien en commentaire sous les vidéos. Quoi qu'il en soit, eh bien inutile de dire que vous nous avez encore régalé en anecdotes diverses et variées sur le Discord communautaire. Encore une fois, si votre anecdote n'a pas été prise, ne prenez pas la mouche, j'en prends vraiment complètement au hasard à chaque fois. Donc forcément, je peux pas non plus toutes les faire parce que sinon les vidéos dureraient extrêmement longtemps. Maintenant que ça c'est dit, on va attaquer les anecdotes, mais avant tout, vous connaissez la rengaine, le générique, bien sûr, je n'en lâche jamais. Alors on commence avec une petite anecdote de Xylonel Sebardi. Alors je n'ai pas souvent joué avec des joueurs qui ont des personnages nains ou de petite taille, mais j'ai l'impression que les joueurs ont toujours l'irrésistible envie de faire du lancer de nains dès qu'ils en ont l'occasion. Il y a la jurisprudence Seigneur des Anneaux, ceci dit. C'est vrai, oui, c'est vrai. Je me rappelle plus très bien de la scène, mais c'est pas au gouffre de Helm, je sais plus. Dans la séance que j'ai organisée hier, mes joueurs ont donc eu rapidement la bonne idée de lancer le joueur nain du groupe. Ça s'est bien passé les premières fois jusqu'à un échec critique pour lancer le nain à travers un grenier. Ah d'accord, donc ils ont fait ça de manière répétée. Alors, on va en parler après, juste après, vous allez voir. Disons que si le lanceur avait voulu viser la poutre, il n'aurait pas tiré plus juste. Quelle horreur. Mais donc, je suis curieux de savoir si ça vous arrive souvent dans vos parties de lancer des nains quand vous en avez l'occasion. Bon, alors, écoute, Guillonnet, je vais te répondre. Alors, pas forcément dans mes parties, mais ça, j'ai l'impression que c'est un truc que je vois pratiquement dans énormément de parties, notamment dans certains actual play. Hein. Alors, je regarde pas non plus trop d'actual play, mais dans des actual play, je sais plus, je crois que c'était dans Aventure que j'avais vu ça à un moment, enfin bref, ou dans Table Quest aussi, enfin bref, j'ai l'impression que c'est un peu la constante, ou alors le truc qui vient à l'esprit de tout le monde dès qu'il y a un nain dans le groupe, ou que quelqu'un qui est un peu plus frêle avec un mec qui est un peu plus costaud, on se dit, oh, les fils se touchent, et c'est bon, on va pouvoir catapulter des gens. Il semblerait que la situation à laquelle nous faisons face soit une impasse. Amenez donc la catapulte à nain. Plaît-il, Gimli? Qui est-il? Oui, comment? Ça t'énerve? Oui, bah qu'est-ce que tu veux? Tu vois bien qu'on n'a pas le choix, Gimli. Alors un petit peu d'effort, et hop, va dans la catapulte, voyons, hein. Oui, je sais, c'est peut-être la 5e fois cette semaine, mais bon, tu vois bien qu'on n'a pas le choix. Allez, Zou, dépêche-toi de monter dans la catapulte. Mais alors en vrai de vrai, vu le fait que ça a été souvent fait, on va dire un certain nombre de fois, j'ai l'impression, ça me rappelle une histoire un petit peu, on en avait parlé un petit peu avec Greg, vous savez, le fameux Greg que je ne présente plus un jour, peut-être que je le présenterai en bonne et due forme sur cette chaîne. Mais c'est vrai que, en fait, on s'était fait un petit peu la réflexion c'est-à-dire que si tu leur donnes un bonus ou tu leur montres qu'une tactique est payante, genre par exemple nous on prenait le truc, il m'avait pris comme exemple, il m'avait dit bah si tu donnes un bonus ou tu montres qu'une tactique est payante ou par exemple où ils font un triple salto et qu'après ils attaquent, ben en fait ne viens pas te plaindre après que les joueurs vont vouloir faire toutes leurs attaques en triple salto, tu vois. Et en fait, c'est vrai que il y a un peu ça qui se fait, on va dire, vu qu'une tactique marche, alors il serait bête de pas la répéter en boucle, tu vois ce que je veux dire. Alors c'est pas, attention, c'est pas un blâme pour toi, mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être ça qui s'est intuit chez les joueurs, alors qu'en fait, bon, est-ce que c'est purement réaliste? Je sais pas, bon, en même temps, on fait pas du JDR pour le réalisme non plus, mais c'est vrai que j'essaie de m'imaginer, est-ce qu'on pourrait jeter un enfant comme ça sur un toit, attention, hein, pas sortir de son contexte, hein, cette phrase, jetez pas des enfants, s'il vous plaît. Mais disons que surtout Gimli quand même, enfin les nains quand même, ils sont quand même assez tassés, assez denses. Enfin bref, merci pour ton témoignage et oui, je confirme, je trouve que c'est quelque chose d'assez répandu. Prochaine anecdote, c'est parti sans plus attendre. Une prochaine anecdote de Staphoreus. J'ai l'impression que ton pseudo c'est la contraction du nom latin de Staphylocoque doré, Staphylococcus aureus, je crois, peut-être, je sais pas, c'est peut-être ça, hein? Non mais je veux pas me moquer de ton pseudo, attention, c'est juste ça m'a fait penser à ça. Désolé. Une autre anecdote ancienne en tant que MJ, mais qui me fait toujours sourire avec une utilisation créative de la magie et un plan sans accroc des PJ. Ah, ça j'aime bien, et on en parlera juste après parce que c'est important. Je masterise du Ryutama, ambiance RPG japonais, très bien, et les PJ arrivent devant une grotte où se cachent des bandits gobelins chats qui doivent arrêter, mais pas tuer, des bandits gobelins chats. D'accord, je veux pas que ça existait, des gobelins chats, très bien. Dans la grotte, un banc et un petit feu de camp éteints depuis un moment. Un de mes PJ a alors l'idée de combiner plusieurs sorts qu'il possède dans le groupe. Oh. Alors moi, je fais mon sort pour faire pousser une fleur, toi tu fais ton sort qui transforme une feuille en feuille géante, et toi tu prends des feuilles mortes humides et tu fais un feu à fumer et on enfume la grotte.
Oh la vache. Ah ça j'aime bien. J'adore. Oh et j'ai oublié. Ah c'est pas fini. Oh et j'ai oublié. Tu balances aussi ton sort de ronce devant l'entrée de la grotte et quand des gobelins chats sortent, l'archer tire une flèche qu'il a préalablement enflammée dans les ronces et tu lances ton dernier sort, le bruit assourdissant des cigales. c'est juste alors je sais pas ce qui me fait le plus rire en fait entre les sorts qui ont l'air vachement spécifiques mais en même temps pas trop et en même temps le fait qu'ils aient pensé à tout ça en même temps. Résultat, ce qui devait être le combat final du scénario s'est transformé en un guet-apens pour chats enfumés, aveuglés, assourdis, blessés, brûlés aux pieds qui n'ont pas tenu un tour. Les chats, ils se sont pris le SWAT sans déconner. Alors, en vrai, très très bonne anecdote, et je trouve que c'est très bien, que tu as très bien réagi en tant que MJ, parce que, en fait, ça aussi, c'est un point que peut-être j'aborderai dans une vidéo, enfin, je vais pas faire une vidéo entière sur le sujet, etc., mais j'en avais un petit peu parlé peut-être aussi dans des erreurs qu'on peut faire en tant qu'OMJ, mais là, du coup, tu ne l'as pas faite, bien joué à toi. C'est le fait, justement, il y a des MJ qui vont mal le prendre, tu vois, que leur boss ou le dernier combat se fasse un peu massacrer, on va dire, et je trouve que ça il faut l'accepter en fait en tant que MJ. Il faut pas chercher comme ça à dire oui mais soudain les chats en fait ils se téléportent et tout. Non, chill. Ben, si les joueurs ont été beaucoup plus intelligents et de par leur intelligence ou de par, on va dire, leur capacité ou de par la chance peut-être aussi, si c'est dans le cas en fait de jet de dés, et ben ils arrivent complètement à rouler sur la confrontation, et ben tant mieux pour eux, et il faut l'accepter, parce que le fait qu'en fait si vous faites ça en tant que MJ, si jamais vous essayez on va dire de faire front et d'être là et de pas accepter on va dire que ça tourne au vinaigre pour le boss, et ben ça va se sentir au niveau des joueurs, et ça va être dommage parce qu'ils vont en fait ce moment-là où ils vont prendre du plaisir à voir que tout leur plan se déroule sans accroc, ça va se voir que le MJ essaie de mettre des accros alors que ça va être plus frustrant en fait qu'autre chose. Donc faites comme Staphoreus, voilà, faites comme lui, n'hésitez pas une seconde, et puis eh ben, ce ne sera que partie remise pour la prochaine fois, vous préférez des ennemis peut-être un peu plus coriaces ou autres et tout, enfin bref, c'est à voir. Mais l'essentiel, là je suis persuadé que les PJ de Staphoreus, ils gardent un très très bon souvenir de pareille confrontation. Franchement, t'es joueurs ultra inventifs, hein. Franchement ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça. Très honnêtement, moi en tant que MJ, j'adore les joueurs comme ça qui sont ultra inventifs, qui jouent avec l'environnement et tout. Parce que je trouve que ça donne de un des scènes qui sont vraiment incroyables, et en tant que MJ, c'est beaucoup plus agréable de voir inventer comme ça te challenge un peu en tant que MJ en fait, et c'est hautement plus agréable que de simplement se retrouver à devoir faire la calculette et à compter comme ça le nombre de PV qui descendent et tout. Je trouve ça beaucoup plus agréable comme ça de devoir improviser sur le tas, de décrire ce qui se passe, des trucs qui s'effondrent. Très bonne anecdote, merci beaucoup à toi Staphoreus, sans plus tarder, à la prochaine. Et une anecdote ensuite de Quentin, petite anecdote d'une campagne de Tales from the Loop à laquelle j'ai participé comme joueur. Très bien. L'action se déroulait aux États-Unis dans le petit village de Miracle, perdu dans la cambose américaine. Un centre du Loop était présent dans le loin et d'obscurs complots se tramaient. J'étais alors Isaiah Jenkins, 11 ans, fils du premier redneck du fermier, pas le premier redneck, c'est origine, n'importe quoi. Du fils du fermier redneck du coin, Isaiah Jenkins, complotiste de son état. C'est un travail maintenant, complotiste, on n'a plus le temps. Et en plus de tout, un tas de caractéristiques du genre humain peu recommandable, bref, un type adorable. Je vois bien ce que tu veux dire, oui, en effet, je vois. Me voilà embarqué dans une histoire qui nous dépasse, et je me dis qu'il nous faut une base secrète à moi et ma petite bande. Hors problème, mais je ne suis qu'un enfant, alors comment pourrais-je réussir à convaincre mon MJ que construire un bunker secret au fond de mon jardin soit faisable? Ma méthode fut alors simple, j'ai recherché sur le net des documents pour étayer mon idée, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir des PDF de documents que les familles américaines recevaient de la part du département de la défense. Ah oui d'accord, les Family Shelter Design. Face à cet argument de poids, mon MJ fut bien contraint de reconnaître que c'était faisable, bien que difficile, et une réussite quasi critique plus tard, j'avais mon bunker secret en bouse. Cela reste encore maintenant un de mes moments préférés de JDR, tant tout se déroulait selon le plan. C'est vraiment incroyable. Mec, non mais toi t'es un joueur formidable, toi, c'est genre formidable et un peu dangereux, parce que aussi bien le mec, tu sais, un jour il va se ramener comme ça là. Et voilà, donc comme la dernière séance tu m'as demandé savoir si une bombe atomique était plus ou moins faisable, j'ai ramené les plans que j'ai trouvés sur le dark web, du coup voilà. Alors, je peux la faire, ma bombe atomique? En vrai, en petite blagounette, franchement, Quentin, exceptionnel. Ça c'est des, comme on disait avant, hein, comme je disais sur l'anecdote d'avant, des joueurs qui s'investissent autant,
Ça, c'est super. Et franchement, je peux que vous encourager à faire exactement comme Quentin. N'hésitez pas un petit peu comme ça à faire des recherches entre séances sur, par exemple, je sais pas si votre personnage il est herboriste ou un truc comme ça. Renseignez-vous un peu sur les plantes, regardez 2-3 trucs, je sais pas, sans forcément vous acheter non plus l'encyclopédie des herbes et des arbres. Mais peut-être, voilà, faites-vous un petit fascicule, 2-3 petits trucs, apprenez 2-3 trucs, je sais pas, par exemple sur les poisons, des trucs comme ça, sans pour autant non plus venir étaler votre science, hein. Je dis pas encore une fois, voilà, il faut doser, vous comprenez bien. Mais, bah, là, franchement, c'est tout bénef, parce que Quentin, il a appris des trucs, il nous apprend des trucs, en plus de ça, ça participe à l'immersion du jeu de rôle, en fait. Donc, bah, c'est vraiment tout bénef de point en point, et je peux que encourager les joueurs à vraiment faire ça, et franchement, moi, j'adore les joueurs comme ça. Cette envie, comme ça, entre les séances, de vraiment creuser un petit peu, et de faire même pas, ça prend pas non plus des heures, enfin je pense pas que Quentin n'a non plus cherché des heures et des heures non plus, t'es pas allé sur le dark web fort heureusement, mais en tout cas c'est ça qui est vraiment intéressant en termes de jeu, parce que bah, c'est amusant, voilà, en fait on apprend des trucs et puis ça renforce considérablement l'immersion, donc bah franchement faites ça les joueurs, et je peux vous assurer que votre MJ bah, sera très content de voir que vous vous intéressez à ce point-là au jeu et que vous vous immergez, donc n'hésitez pas, suivez l'exemple de Quentin, très bon gars ce Quentin. Quentin, gars sûr, je vous le dis. Prochaine anecdote, et c'est parti, on continue. Alors, une anecdote de Erzoul. Alors, j'étais MJ d'un groupe de D&D avec un gnome pistolero avec une cartouchière remplie de balles plus poudre et 2 petits tonnelets de poudre noire. Oh, mais putain, pas dangereux le mec, pas dangereux, tu vois, faut pas mieux allumer une cigarette à côté de lui, quoi. Le groupe poursuit un groupe d'ennemis qui, pour s'échapper, utilise un sort de mur de flamme. Aïe, 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 je commence à voir le problème se profiler à l'horizon. Le pistolero me dit: je m'en fous, je les poursuis. Ah, les autres membres du groupe et moi-même le regardons avec de grands yeux. Tu es sûr? Bah oui, je fonce. Rappelle-moi combien de poudre noire tu as sur toi? 2 barils. Regard apeuré du joueur qui s'en suit. Eh bien, en ce jour, le peuple donc tenta sa première expérience d'exploration spatiale. Vache. Encore un qui a séché les cours d'artificier sur le côté inflammable de la poudre. Hein. Voilà, ça arrive tout le temps. Et surtout, n'oubliez pas, chers étudiants, que la poudre noire est extrêmement inflammable. Alors en vrai de vrai, très bonne interaction avec le barda en fait des personnages, parce que c'est vrai que ça c'est un truc auquel on pense pas forcément souvent, parce que le barda, c'est vrai que c'est un peu le truc, tu sais, c'est sur une fiche généralement qui est dans un coin de la feuille, tu vois, genre c'est une feuille à part ou complètement au verso, et du coup le barda on l'oublie un tout petit peu, et forcément on y pense qu'en de rares exceptions, quand il faut faire des échanges d'objets ou autre. Mais ça c'est très intéressant du coup de faire intervenir le barda, parce que les tonnelets de poudre ils sont bien là, donc le fait est que c'est très dangereux. Mais par exemple, vous pouvez suivre l'exemple d'Erzoul pour aller un petit peu plus loin et prendre en compte le barda dans certaines interactions. Du genre, par exemple, si quelqu'un a un bouclier, le fait qu'il ait un bouclier dans le dos, par exemple, s'il prend une attaque par derrière, ça va la bloquer, ou tu vois, des trucs comme ça. Ou je sais pas, si quelqu'un a des fioles, des fioles, peuvent, au cours du combat, peut-être avec une attaque qui va pas forcément le blesser, mais qui va péter une de ses fioles, tu vois. Plein de trucs comme ça, en fait, qui renforcent le côté, immersion, parce que dans le sens où, quelqu'un logique, je sais pas, un alchimiste qui aurait plein de fioles sur lui, etc., ça peut arriver à un moment donné qu'il se prenne une balle perdue ou un coup perdu, ça va engendrer une réaction parce que sa fiole va se briser. C'est des événements comme ça qui peuvent faire des micro-événements dans le combat, bon, outre le fait de satelliser un gnome, mais il peut y avoir plein de micro-événements comme ça dans le combat qui peuvent amener les joueurs à repenser certaines choses, du genre pas traverser un mur de flamme par exemple avec de la poudre noire, mais peut-être aussi faire attention à ses fioles, ou pas trop les exposer, ou pas se mettre trop en avant, par exemple si tu es un artificier ou un truc comme ça, enfin tu vois, plein de trucs. Après, n'allez pas non plus forcer le réalisme à tout va, mais n'oubliez pas quand même que le barda, ça peut être intéressant de le prendre en compte d'une certaine manière. Essayez encore une fois de doser entre le réalisme et le fait que il y a une certaine logique à respecter et qui peut être fun à certains moments. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, pensez au barda. Je sais, ça fait beaucoup de choses à penser pour vous les maîtres du jeu, mais prenez 1 ou 2 éléments du barda comme ça que vous pourrez garder en tête pour une potentielle interaction durant un combat ou durant certaines phases de jeu. Ça reste à vous de voir, et c'est pas grave si vous le faites pas, hein. Attention à les MJ débutants, allez au plus simple, allez au plus détendu, l'essentiel encore une fois c'est que tous les joueurs s'amusent, voilà.
faut garder ça à l'esprit. Et bien voilà qui clôt donc cette petite vidéo sur les anecdotes. Alors oui, vous avez remarqué, tantôt j'en prends 4, tantôt j'en prends 5, c'est en fonction de ce que j'ai à dire dessus, etc. et de la longueur que ça fait. Mais bon, encore une fois, si votre anecdote n'est pas apparue, ne vous en faites pas, ne prenez pas la mouche, il n'y a pas de souci là-dessus, aucun problème. Et si vous voulez potentiellement participer à une des prochaines vidéos, eh bien, encore une fois, le lien du Discord est dans la description, à vous d'y aller, et dans la section, enfin, vous verrez, il y a un canal vos anecdotes, vous allez là-dedans, vous racontez votre anecdote, essayez de faire quand même un petit peu court, parce que vous comprenez bien que je peux pas non plus lire un pavé et un roman à chaque fois, donc gardez un petit esprit synthétique, et qui sait, peut-être dans une prochaine vidéo, eh ben, peut-être votre anecdote apparaîtra, et puis on verra, voilà, il n'y a pas de souci, tout va bien, l'essentiel, c'est le fun. Et si jamais elle n'apparaît pas dans la vidéo, eh ben, vous aurez bien fait marrer les gens du Discord, vous verrez, tout le monde interagit, c'est vachement sympa, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, moi ça me fait toujours autant plaisir de faire ces vidéos-là, parce que franchement, déjà de 1, je découvre votre manière, on va dire, de jouer, et surtout vos bonnes idées que vous avez, parce qu'encore une fois, sur cette chaîne, même si c'est moi qui parle et tout, mais il n'y a pas que moi qui ai des bonnes idées. Donc ça me permet de voir un peu vos manières de me jeter, vos expériences de jeu, et de rebondir un peu dessus, et de donner vaguement mon avis, et 2-3 recommandations de ci, de là. Et comme ça, c'est un peu comme si tous ensemble, on pouvait évoluer, et devenir de meilleurs MJ et de meilleurs joueurs pour le plaisir de tous autour de la table. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous sors la fameuse rengaine de d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était le Scénarurgien. Ciao, bonsoir, les studios.